Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura, le podcast qui parle de films d'action, de films d'arts martiaux, bref. On parle un petit peu tous ces derniers temps, même de films dans l'avion. Et aujourd'hui, j'enregistre de nouveau seul, parce qu'il fait chaud et que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en cette période de canicule, j'enregistre le 25 juin, pourquoi ne pas enregistrer un épisode? À la base et aux origines, on était plus sur un cinéma d'arts martiaux, un cinéma de tape, de bagarre. Et je me suis rendu compte, finalement, en enregistrant avec Théo, qu'on n'avait pas vu les mêmes films et on n'avait pas, finalement, la même culture cinéma. Et lui s'y retrouvait plus sur le cinéma d'action. Et moi, j'adore le cinéma d'action, bien sûr, mais j'avais aussi tout ce truc de me dire, pour moi, c'était évident que le commun des mortels regarde une vingtaine de films de Jackie Chan. Mais je me suis rendu compte que, à mon âge, c'était un peu rare. Donc, en fin de compte, en enregistrant avec des gens de mon âge, forcément, je m'adapte parce que j'ai peut-être des rêves un peu plus de vieux. Et aujourd'hui, on va parler de rêves de vieux parce qu'on va parler de Clint Eastwood. Alors, on avait fait un épisode avec Théo, justement, sur Million Dollar Baby. Et je souhaitais reparler, du coup, de ce bon vieux Clint. Alors, j'ai comme projet de faire des tier lists, des classements. Je sais pas encore trop comment je vais appeler ça, sous quelle forme je le ferai. Et je le ferai par nom de réalisateur. Donc par exemple, là, j'ai enfin regardé tous les Scorsese. Il y en a encore un ou deux que je vais revoir pour me refaire vraiment un bon avis dessus. Mais sinon, je ferai sans doute un enregistrement là-dessus. Ça risque d'être sympa. Et pareil, je me suis dit, ce serait cool de faire ça sur Clint Eastwood parce que voilà, je fonctionne un peu par réalisateur. J'aime bien regarder ce que un réalisateur a fait dans son ensemble, dans toute sa carrière, pour vraiment mieux comprendre son cinéma, mieux comprendre toutes ses marottes, les différents messages qu'il veut passer, aussi comment est-ce que lui il évolue, comment son cinéma évolue. Et puis moi, ça me permet aussi, en prenant des films que je connais, des films cultes que tout le monde a vus, et les remettre dans un contexte, en fin de compte, parce que la première fois que j'ai vu Grand Torino, forcément, j'avais pas le même bagage que quand j'ai vu une dizaine de films de Clint, et après j'ai revu Grand Torino et j'ai compris un peu plus son impact. Et c'est pareil avec les films de Scorsese, les films de Spielberg, de Carpenter, de Jackie Chan, bref. C'est pareil avec les films de tout le monde en fin de compte. Et donc voilà, je ferai une émission sur les meilleurs films de Martin Scorsese. Elle arrivera sans doute avant 2027. Et pour ce qui est donc de Clint Eastwood, où je prépare forcément aussi l'émission de ses meilleurs films, je suis en train de me mater sa filmographie. Alors j'y vais tranquillement. Hier, je me suis maté un film qui s'appelle The Gauntlet, un titre original, et sinon c'est L'épreuve de force, qui est un film d'action qui est sorti en 1977. Alors, ce qu'il faut savoir sur The Gauntlet, c'est qu'il arrive à une période où Clint Eastwood, de ce que j'ai compris, il se cherche artistiquement, quelque part. Pour vous faire simple, quand je vais dans ses œuvres et que je regarde en tant que réalisateur, voilà. Donc, il a commencé avec un film, disons, de genre, où il joue un animateur radio, il se fait harceler. C'est un film qui s'appelle Play Misty for Me. Bien sûr, Clint Eastwood, quand il réalise ça, c'était déjà une star en tant qu'acteur. Il avait joué notamment dans la trilogie du dollar et dans d'autres westerns. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment là où il renoue avec le personnage du western, c'est pour son deuxième film, L'homme des hautes plaines, qui, à l'époque, a été vu comme un film de gros fachos. Bon, voilà, ça se discute, mais il faut savoir que dans ce film, Clint joue vraiment un personnage qui est un parfait connard. Je ne sais pas si pour vous parler de L'homme des hautes plaines, mais de ce que renvoie Clint Eastwood à cette époque-là, il est vu comme un homme qui est beau, et il est vu comme une star de western. Après ça, il va enchaîner un troisième film qui s'appelle Breezy. Dans Breezy, on va parler d'un homme... Donc Clint Eastwood ne joue pas dans ce film, c'est un autre acteur qui a le rôle titre, qui s'appelle, je vous dis ça tout de suite, William Holden. Voilà. Et William Holden, c'est un mec au moment du film qui est déjà assez âgé et qui va sortir avec cette fameuse Breezy qui est jouée par Kay Lance. Et on va raconter l'histoire d'amour d'un homme qui est très âgé et d'une femme qui est limite candide, un peu la figure de la bohème, si vous voulez. C'est un exercice intéressant pour Clint parce que c'est la première fois qu'il fait un film où il joue pas dedans. Voilà. Après ça, Clint va jouer et va réaliser un film qui s'appelle La Sanction. Alors ça, c'est un film complètement fou. C'est un film où Clint Eastwood, c'est globalement
un collectionneur d'art. En même temps, il est agent secret, en même temps, il est alpiniste. C'est un film qu'on peut découper en au moins 2 à 3 parties. Complètement foutraque, que j'adore. Je vous en parlerai dans un prochain épisode de Kimura, c'est clair et net. Mais tout ça pour dire qu'il joue un peu les James Bond, si vous voulez. Après ça, l'année juste d'après, en 76, donc sort José Well hors la loi. Alors là, ça c'est un de ses meilleurs films. De tous ceux que j'ai vus, c'est un de ses meilleurs pour moi, clairement. Où il va jouer de nouveau une figure. Donc c'est un western, c'est la figure d'un cow-boy, mais plus quelqu'un de nouveau qui baigne dans la vengeance et avec une fin plutôt positive. Disons que c'est un héros dans la rédemption, pour faire simple. Je l'ai vu il y a 2-3 jours et on va reparler de José Well plus tard. Mais tout ça pour dire que on voit bien que dans sa carrière, il enchaîne les films où il joue pas dedans. Il a fait un film un peu de genre, mais on n'est pas sûr qu'il retourne un peu là-dedans. Et sinon, il fait des westerns, films d'action où il joue un peu un genre de James Bond où il se cherche, un western. Et donc là, pour le film dont on va parler aujourd'hui, L'épreuve de force, qui sort en 77, donc un an après José Well hors la loi. On parle donc de L'épreuve de force, où c'est de nouveau un film d'action. Pareil, de nouveau foutraque, un peu comme La Sanction finalement. Et on a à nouveau ce Clint Eastwood finalement qui se cherche, qui se dit est-ce que je ne pourrais pas être une figure des films d'action de la fin des années 70, pourquoi pas même jusqu'au début des années 80. J'ai pas vu toute sa filmo, mais en 82, il va sortir Firefox, l'arme absolue, qui, je pense, symbolise vraiment cette envie de Clint d'être un héros de film d'action. J'ai l'impression, en tout cas sur tous les agrégateurs de notes en ligne, que Firefox, l'arme absolue, c'est vraiment un de ses plus mauvais films. Je me ferai mon propre avis le jour où je verrai Firefox. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Bon, pour ce qui est de l'épreuve de force, je vais vous faire un résumé ultra rapide. C'est un flic qui est, disons, brut de décoffrage, alcoolique, et qui est envoyé en mission, donc qui part de Phoenix et qui doit aller à Las Vegas. Pourquoi Las Vegas ? Parce qu'il y a un témoin, finalement, qui est une témoin, qu'il va devoir escorter à Las Vegas, lui faire prendre l'avion pour l'amener à Phoenix, parce qu'elle doit participer à un procès. Et voilà, on n'en sait pas plus finalement dans ce début de film. Et autant vous dire que, bon, moi directement le film m'a happé parce que on a une musique jazzy qui va un peu embaumer tout ce film. Je trouve que les bandes son de toute manière dans les films de Clint Eastwood sont assez bien choisies. Moi j'avais déjà bien aimé, alors c'était dans son premier film, Play Misty for Me, on avait vraiment Clint qui jouait un animateur radio, on avait toute une scène sur une fanfare où finalement la musique prend une place vraiment prépondérante dans l'intrigue. Pareil, j'ai vu Honky Tonk Man, où Clint joue un musicien. Pareil encore, la musique est très importante pour lui. Il a composé de la musique de film. Je connais pas encore tout son background côté musical, mais voilà, de toute façon, c'est un personnage assez complet. Il a plus de 90 ans maintenant, une carrière énorme. Et voilà, j'ai encore plein de choses à savoir sur lui. Mais tout ça pour dire que, déjà, niveau ambiance musicale, c'est un petit régal. Je voulais regarder le film en VO, mais je me suis laissé tenter par la VF. Et autant vous dire, vous ne serez pas déçus si vous lancez ce film en VF. Il y a certaines scènes qui sont ultra cultes. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast Sale temps pour un film, il y a une réplique où on entend un personnage dire « Elle nous connaît dans les coins, la frangine », qui est l'une des répliques qui composent le générique de Sale temps pour un film. Eh bien, cette réplique vient justement de l'épreuve de force. Donc voilà, je suis super content, je me suis rappelé de cette réplique. Ça m'a fait un petit « j'ai entendu déjà ça quelque part ». Film plutôt classique dans son ouverture, en fin de compte. Moi, j'aime quand même la patine visuelle des années 70, au niveau des bagnoles, au niveau des décors. Il y a un grain à l'image, il y a une certaine couleur dans la photographie. Et je trouve que, par exemple, je vous parlais dernièrement des frères Zavdi, je trouve qu'ils essayent de remettre un petit peu ça à la mode. Bon bref, tout ça pour vous dire que il fait chaud chez moi, pleine canicule, je me lance un film où le mec passe de Phoenix à Vegas, donc où le gros soleil bleu il fait ultra chaud, donc je regardais le film limite, je ruisselais. Et donc Clint, dans ce film, il faut qu'il escorte une femme, cette femme, elle est poursuivie par la mafia. Et là, il va y avoir un enchaînement de péripéties. Alors au début, on voit un petit peu venir les enchaînements, mais ça devient de plus en plus grotesque, et vraiment c'est pour notre plus grand plaisir. Alors, pour faire ultra simple, on a d'abord Clint qui se barre avec une ambulance pour justement rejoindre une voiture. La voiture, elle est
Il se passe quelque chose avec la voiture, sans trop vous en dire. À partir de là, Clint va dans un nouveau lieu. Il se fait piéger par la femme, il se fait attaquer par des flics. Tu te rends compte qu'il y a la mafia, les flics contre lui. Ensuite, il s'en prend même à des bikers. Il va être obligé de dormir dans le désert. Il va y avoir une course-poursuite complètement folle avec un hélicoptère. Enfin voilà, on est vraiment dans la folie pure du cinéma d'action. Et on a d'ailleurs une scène finale, disons, le dernier quart du film, où on va avoir un bus blindé qui traverse des ruelles de Phoenix, où on voit justement une soixantaine, allez, 200 flics qui sont postés sur les toits et dans les rues et qui sont en train de tirer dans le bus. Donc on a vraiment des visions complètement folles. Je trouve que c'est un film qui est assez over the top. Je pense que le même film dans les années 90, on l'aurait fait réalisé par Renny Harlin, j'en suis sûr. Ça aurait été complètement fou. Et donc voilà, c'est vraiment ce type de film dans lequel j'avais pas forcément la vision pour Clint. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il joue dans ce genre de film. Si, il joue vraiment dans ce genre de film. Et tiens, petite anecdote marrante. J'ai vu José Wales quelques jours avant de voir l'épreuve de force. Et dans José Wales, il y a une actrice, une femme blonde. C'est plutôt une belle femme qui s'appelle Sandra Locke. Et moi, je me suis demandé, la blonde que je vois là dans l'épreuve de force, elle ressemble quand même à la blonde de José Wales. Donc je fais mes petites recherches et je me rends compte que c'est effectivement la même actrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est c'est en 76, donc quand José Wales sort, mais ils font le tournage en 75, Clint et Sandra, ils sont mariés chacun de leur côté, sauf qu'ils se rencontrent sur le tournage, ils deviennent amants et ils vont finir par faire une relation donc, qui va durer 14 ans. Et sur les 14 ans, je crois que les 5 ou 6 films, alors je les ai pas encore vus, les 5 ou 6 films qui suivent José Wales, ils vont tous les deux jouer dedans. En fait, Clint va faire jouer du coup Sandra dedans. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, dans les 2 films que j'ai vus, je trouve qu'elle joue un personnage un peu, disons, hors des cadres. Et ce qui est ultra drôle, c'est qu'apparemment, c'était, parce qu'elle est décédée, c'était une femme qui était très brillante et qui avait voilà, son petit nom dans l'intelligentsia américaine. Et donc, justement, ça a arrangé un petit peu Clint Eastwood de la faire jouer dans ses films pour lui donner un peu de crédit. Alors, on va pas trop rentrer dans le côté people, mais si vous voulez savoir, c'est que c'est une relation qui s'est terminée en 89 de manière assez abrupte. Apparemment, donc voilà, vraiment c'est pour l'anecdote là. On est dans Voici, on est dans je sais pas quel magazine voilà de potin. Mais voilà, mais selon finalement la Sandra Locke, pendant qu'elle était sur un tournage, en fait Clint il a fait changer les serrures de leur maison et il a pris toutes les affaires de Locke, il les a foutues en extérieur, enfin voilà, dans un entrepôt. Et donc elle revient, elle pète un câble. Forcément, ça fait un procès. Les médias s'emparent de l'affaire, ça devient vraiment un gros truc pour l'époque. Mais voilà, et apparemment, il y a eu plusieurs procès, parce qu'il y a eu un premier procès qui était un petit peu sur voilà, Clint finalement, comme il garde la maison, ce genre de choses, bah forcément, il lui faut une compensation financière. Mais après, il y a eu d'autres choses. Clint aurait exercé des pressions très fortes sur Locke, notamment au niveau de la grossesse de l'actrice, le fait que ça pourrait nuire à sa carrière. Enfin, apparemment, il y a vraiment eu des choses assez compliquées. De base, je pense que Clint Eastwood, c'est pas un mec sain. Il doit avoir une vision assez dure de la vie. C'est pas pour rien que je pense la moitié de ses films, il gifle une femme. Peut-être que ça cache quelque chose. Dans tous les cas, blague à part, cette affaire s'est soldée par un accord de confidentialité entre les deux, donc on n'en saura pas plus. Après, on peut vraiment s'en douter qu'elle a clairement morflé en étant avec lui. Donc voilà. Mais donc je vais suivre un peu cette relation tumultueuse à travers les prochains films. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que dans le premier film, elle joue, donc dans le José Wales, elle joue une femme vierge qui va porter une robe blanche. Donc si vous voyez pas à quoi ressemble Sandra Locke, c'est une femme blonde avec les yeux clairs, le trait des visages fins. Donc on a vraiment, disons, l'image de la Vierge. Et donc dans l'épreuve de force qui sort un an après, elle va jouer une prostituée.
Donc vraiment, d'un film à l'autre, les codes sont complètement cassés. Et il y a quoi? Il y a 1 an qui sépare les deux films. Donc déjà, je trouve le contre-pied ultra chouette. Et finalement, c'est même pas... Enfin, ça se fait de manière naturelle. Dans les deux cas, je trouvais que l'actrice était super crédible. Donc, sans trop connaître ses autres films, sincèrement, je trouve que c'est une bonne actrice en tout cas. Donc voilà, la séquence potin est finie. Maintenant, si on peut parler des points que j'ai vraiment bien aimés dans le film, bon déjà, comme le personnage de Sandra Locke, c'est une prostituée, il y a un petit peu tout le traitement sur la prostitution, le regard de la femme. Comment est-ce qu'une prostituée finalement est considérée? Et ça, c'est assez intéressant parce que là, on parlait de Clint en se disant, voilà, je pense que c'est un mec qui avait la main un peu légère sur les femmes qu'il a côtoyées. Il a sans doute plein de défauts, mais c'est étrange parce que je trouve que pour un mec qui, je crois, était ouvertement républicain, il l'est sans doute encore, pas trumpiste, je pense, mais républicain sûr. C'est quand même un mec qui, je trouve, avait souvent des takes, je dirais pas progressistes, mais il y avait quand même des takes de pourquoi tu juges cette personne, en fait, on s'en fout qu'elle soit prostituée. Enfin, il y a un état d'esprit où, sur certains points, malheureusement, je pense que maintenant des gens pourraient dire que c'est woke, alors que c'est juste, ça devrait juste être normal, quoi, de pas juger les gens. Mais bref. Ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage de prostituée, alors déjà, les gens parient sur le fait qu'elle va pas réussir à aller à l'aéroport en vie. Pour parier, c'est un pari qui est illégal. Pour masquer ce pari, ils font semblant en fait de jouer une course de chevaux. Ils font semblant de parier à un hippodrome et c'est une course où on la traite comme une jument. Donc ça, c'est un peu intéressant, je trouve, le rapprochement entre prostituée et jument, bref. Et après, il y a aussi un autre truc que je trouve vraiment cool. C'est donc forcément, elle, en tant que femme et en plus prostituée, dans un décor qui est franchement à 90%, 98% masculin dans le film, on va avoir presque que des hommes en uniforme, donc quasi que des flics. Et je crois qu'on voit quelques mafieux, mais je suis pas sûr. Et sinon, on va voir des motards qui sont dans un gang, mais qui ont aussi un uniforme où tu sens un peu une hiérarchie, tout ça, bref. Et elle, au milieu de tout ça, en fait, tu te rends compte que sa sexualité, elle assume totalement. Bon, elle a subi un traumatisme par rapport au fait qu'elle est prostituée et ça va être tous les enjeux du film si elle va pouvoir dévoiler ou pas cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa vision et sa sexualité vont être confrontées à un autre flic. À un moment, il y a une scène du film où justement, où il y a la fameuse scène du générique de Sale temps pour un film. Te gêne pas, raconte-moi tout, j'ai envie de savoir ce que c'est qu'une pute, vas-y. Tu sais, dans le fond, être une pute ou être un flic, c'est du kiff. Ah oui? Ouais. C'est connu qu'il y a bien une quinzaine de tauliers qui graissent la patte aux flics à Las Vegas. Où il y a toujours un homme politique qui vous file la pincée quand son fils, complètement beurré, envoie sa Cadillac en plein dans un abri de bus. Vous faites des petites descentes le samedi soir dans les quartiers d'émigrés et vous ratonnez. Vous coffrez des petits fumeurs de hache et d'un autre côté, vous vous faites engraisser par les revendeurs d'héroïne. Ou encore mieux, vous coffrez une fourmi, vous lui épongez sa came au moment de l'arrestation et vous la refilez à bon prix au poulet qui se pique. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Et on a donc Clint qui parle avec la prostituée et le flic arrête pas de demander à Sandra Locke, oui, ça fait quoi d'être une prostituée? Et en fait, il pose des questions et c'est de la curiosité très mal placée. On sent qu'à un moment, il est à la fois curieux, il est à la fois très pervers, on dirait que ça l'excite aussi beaucoup. Il veut lui faire du mal, avec ses différentes piques d'abord qu'il va lui envoyer. Et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas atteinte par ce genre de pique. Que limite, elle trouve ça banal. Alors, je crois pas que c'est dit qu'elle ait choisi la prostitution. Mais ce qui est clair, c'est qu'en gros, elle fait un rapprochement entre son métier et le métier de flic. Et elle commence à le ridiculiser, lui dire, voilà, tu étais là, tu t'excites à moitié sur moi qui suis menotté dans une voiture. Et voilà, toi, t'as une femme, tu fantasmes sur des prostituées. Enfin voilà, donc elle remet clairement le flic à sa place dans une scène qui est géniale, hein, je vous laisserai écouter. Je mettrai peut-être un extrait, on verra ça au montage si je suis pas trop fainéant. Je te l'avais dit qu'on était pareils. La seule différence que je vois entre toi et moi, c'est que moi, après le boulot, je rentre et je me fais couler un bain. Et j'en ressors fraîche comme une môme. Mais un flic. Je parle d'un petit chef dans ton genre.
Quand son patron le siffle, il est boule. Il se couche aux pieds et il fait dans son froc. Et t'as beau te frotter, ça change rien, t'as un cul de foireux. Tu vas encore la laisser déconner, cette salope? C'est toi qui as voulu engager la conversation. Je sais que tu n'aimes pas les femmes comme moi. On est un peu agressive et puis effrayante. Mais ça, c'est parce que tu es moche mentalement et que même si tu nous amenais ta mère et qu'on te refasse, tu serais toujours la même ordure. Est-ce que ta femme sait que tu te masturbes? Mais donc tout ça pour vous dire que c'est un truc du film que je n'avais pas vu venir, quoi. Et alors, autre chose que je n'avais pas vu venir, il y a une poursuite en hélicoptère qui dure. Je sais pas, moi. J'ai l'impression qu'elle a duré une demi-heure. Elle n'a pas duré une demi-heure, bien sûr, elle en a peut-être duré 10. Mais franchement, poursuite complètement folle, qui se solde par l'explosion d'un hélicoptère. Alors j'ai capté plus ou moins comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire exploser en nous faisant croire qu'il était en plein vol et tout. C'est assez ingénieux. Je me suis pas renseigné vraiment, hein, mais j'ai l'impression qu'il était sur des câbles électriques et qu'il était déjà fixé quand on l'a fait exploser. Bref, peu importe. Ce que j'aime bien avec ce film-là, et je pense, je me doute que Clint a la réalisation sur... et pourquoi est-ce qu'il a choisi Las Vegas aussi? Parce que Las Vegas, autour, c'est du désert. Et tous les environnements sauvages dans ce film sont vraiment filmés un peu comme un western. Donc ça fait effet un peu carte postale, si vous voulez. Alors qu'au début du film, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un décor plus urbain. Le décor urbain arrive plus vers la fin du film, disons. Il est là à la fin et au milieu du film. Mais je pensais voir vraiment la grandeur et la décadence de Vegas. En fin de compte, ça, c'est quoi, 2-3 minutes du film. Ensuite, on a des endroits, plutôt des petits patelins excentrés de Vegas. Après, on aura Phoenix vraiment à la fin. Mais sinon, on a vraiment l'Amérique, disons, sauvage. Il y a même un moment où Clint est sur une moto et ça fait clairement référence au fait qu'il est normalement sur un cheval. Ça fait un peu le cow-boy des années 70, hein, en fin de compte. Tout ça, j'ai vraiment kiffé parce que de base, moi, j'aime beaucoup le western. Bon, pour plein de raisons, mais une des raisons qui fait que j'aime le western, c'est les décors. J'ai jamais eu la chance d'aller aux États-Unis. J'irai sans doute un jour, si de 1, c'est moins cher, et de 2, et si on évite qu'il y ait un con comme Trump qui soit au pouvoir, ce serait peut-être mieux pour y aller. Mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment aller dans ces coins un peu reculés de l'Amérique profonde, où on voit tous ces coins un peu sympas. Alors là, je dis l'Amérique profonde et je vous parlais de Las Vegas il y a 2 minutes, qu'on s'entende bien. Mais c'est un pays qui est ultra vaste, donc il n'y a pas forcément besoin de se cantonner aux villes. Et c'est vrai que quand on regarde les différents westerns, ça donne envie d'aller parcourir un petit peu les routes et de voir ces beaux décors. D'ailleurs, aparté, c'est vrai que comme j'aime bien les westerns, il y a un réalisateur, alors j'ai vu encore aucun de ses films, mais je vais me chauffer, c'est John Ford. Et John Ford, j'ai commencé à m'intéresser rapidement à sa carrière. Je n'ai pas encore regardé le film, comme je vous le dis, hein, mais c'est dans The Fablesman, le film autobiographique de Spielberg, qui est réalisé justement par Spielberg. Et à la fin du film, bon, c'est un spoil, lui, non. Il y a John Ford dans le film. John Ford est décédé, donc à l'époque, le film est sorti, je vais vous dire ça tout de suite. The Fablesman, il est sorti en 2022. Il est sorti en 2022 et pour John Ford, ils ont fait interpréter donc John Ford par David Lynch. Et donc, je ne sais pas si c'est son dernier rôle, mais en tout cas, dans la scène où on se rend compte que John Ford est joué par David Lynch, c'est excellent. Donc, j'avais seulement lu un livre sur Spielberg et donc je connaissais déjà l'anecdote, en fait. Je connaissais un peu le personnage rocambolesque de John Ford, un petit peu sa vision du cinéma, disons. Mais voilà, et le voir joué par David Lynch, donc ça m'a fait kiffer. Et depuis, je surveille un petit peu de loin la liste de films de la carrière de John Ford et je me dis qu'un jour, je vais devoir me lancer. Et je pense qu'après Clint, ça va sans doute être un des réalisateurs que je vais essayer de platiner, comme on dit. Alors, le film... je lui ai donné une note, parce que tous les films, je les note sur Sens Critique. J'essaie de les noter sur Letterboxd aussi, mais des fois, j'oublie. Je lui ai mis un 6 sur 10. Et là, depuis avant, je vous parle des points globalement positifs, et je lui mets un 6. En vrai, je lui mets 6 parce que c'est pas très... je dirais c'est pas très original comme film. Si, quand même, en vrai, il est complètement fou, le film. Mais je trouve que, bon, voilà, il y a quand même... tout est un peu cousu de fil blanc. C'est pas non plus du grand cinéma. Maintenant... il reste quand même super cool. Genre, les scènes d'action sont réussies. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire.
Il y a un deuxième personnage féminin dans le film qui fait partie du gang de bikers. Et il y a un moment où elle est confrontée à Clint. Et 5 minutes avant, Clint il s'est fait passer à tabac par justement cette femme et 2 autres hommes. Et là, ils sont dans un train. Et clairement, il a pris un des mecs, il l'a balancé du train. Il en a pris un autre, il l'a rebalancé du train. Et là, il y a cette femme voilà, qui a passé à tabac Clint, comme je vous le dis. Et elle est là, elle a peur. Puis le train, il en marche quand même. Et donc, elle regarde Clint vraiment, mais dans les yeux. Elle lui dit « T'oserais quand même pas frapper une femme ?» Franchement, mais la frame où elle finit de dire « femme », il lui met son poing dans la gueule. Et du coup, la meuf tombe du train. Alors, en plus, au début du film, je lance le film, genre vraiment, au bout de 5 minutes, il met une gifle donc à Sandra Locke. Donc voilà, donc dans le film-là, Clint a frappé 2 femmes. Pas de problème, hein, visiblement. Mais vraiment, le moment où il lui met un pain dans la tronche, c'est exceptionnel. Vraiment, j'ai trouvé ça très très drôle. Bon, bien sûr, c'est pas le seul truc qui m'a fait rire. Il y a plein de répliques qui sont hilarantes. À part la réplique de Sandra Locke dans la voiture où justement elle fait un rapprochement entre le métier de prostituée et le métier de flic, il y a une autre réplique qui m'a tué. C'est quand Clint il parle avec un pote à lui et il lui demande des nouvelles, je crois, d'un autre inspecteur, quelque chose du genre. Et il lui demande si c'est un bon inspecteur. Et son pote, il lui dit, il est tellement mauvais qu'il n'arriverait pas à coffrer Hitler. Voilà, je trouvais ça aussi très drôle. Et voilà, ce genre de petites punchlines, elles sont un petit peu éparpillées partout dans le film. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime le film d'action, c'est parce qu'il y a de la punchline. C'est ça qu'on cherche finalement. Bon, la conclusion du film, je vais pas trop vous en parler, mais globalement, elle est assez absurde et loufoque. Ça se finit assez vite. Mais c'est satisfaisant, c'est plutôt cool. Et puis je me dis que là, le prochain film que je regarde de Clint, ça va de nouveau être un genre de western rockabilly. Voilà. Et après ça, il y a Firefox. Donc je me dis que voilà, si là je suis dans la période des années 70 de Clint, si un film sur 2, il me sort une petite pépite d'action un petit peu barrée, moi je suis preneur. Hein. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ce que sa carrière ressemble à ça. Pour moi, c'était le grand mec des drames humains, comme $1 Million Baby, comme Ganto Reno. C'était le mec des westerns, mais je savais pas qu'il y avait un petit peu cette face cachée du Clint qui joue des figures d'action complètement folles. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. Je verrai ce que ça donne au montage. Je me suis peut-être un petit peu éparpillé, mais j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, on y va en mode freestyle. On enregistre ça pendant une canicule. Il fait chaud chez vous aussi, donc voilà. Hydratez-vous, buvez de l'eau, buvez du thé glacé. Moi, je me suis fait des infusions fraîches, là, c'est incroyable. Profitez, l'eau, c'est la vie. Dans 20 ans, il n'y en a plus, comme dirait l'autre. Moi, je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À plus.